Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule de formation. En fait, pour rapidement me présenter, je m'appelle Jennifer Filion, je suis agronome de formation et je travaille actuellement pour AgriClimat, qui est un projet porté par le CEDAC. Aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter notre présentation portant sur les impacts potentiels des changements climatiques en production bovine au Québec. Donc maintenant, question de passer en revue l'objectif général de cette formation. En fait, c'est d'aider à connaître les impacts potentiels de l'évolution du climat sur le bien-être des animaux et sur l'environnement des entreprises de production bovine. Donc, pour être en mesure de connaître justement ces impacts, on va aborder plusieurs thèmes et dans un premier temps, ces thèmes traiteront de l'augmentation des risques de stress thermique, de la pression croissante de certains parasites et ou des maladies, ainsi que des enjeux d'approvisionnement en eau en été. Dans un deuxième temps, on va aborder l'intégrité des bâtiments qui sera sans doute à surveiller, la gestion de l'ambiance complexifiée dans les bâtiments en hiver, ainsi que les entretiens plus difficiles des enclos d'hivernage. Alors avant de se concentrer sur les impacts de l'évolution du climat, je tenais à faire un simple rappel des grandes tendances. Aussi, comme vous savez déjà, si vous avez regardé le module 3, les informations que je présente ici et qui portent sur le climat proviennent des travaux d'Ouranos, qui est le consortium là, sur la climatologie et l'adaptation au changement climatique. Maintenant, l'information détaillée est présentée, comme je disais, dans le module 3 là, de cette formation, si vous avez besoin de vous y référer. Donc, de façon générale, on s'attend à une augmentation de la température moyenne annuelle et cette augmentation de la température devrait d'ailleurs être observable tous les mois de l'année. Il devrait aussi y avoir une augmentation des précipitations totales et on parle toujours à l'échelle annuelle. Maintenant, les précipitations totales, à titre informatif, elles incluent celles sous forme de pluie et de neige. Et à ce niveau, c'est pas tout à fait la même tendance que pour la température, puisque les précipitations, elles ne vont pas augmenter nécessairement à tous les mois de l'année. C'est d'ailleurs ce qu'on va pouvoir revoir dans les prochaines diapositives. Si maintenant on se concentre sur les saisons d'automne et de l'hiver, en fait, on prévoit l'augmentation des températures moyennes au cours de ces saisons. Pour l'automne, ça va se traduire en fait en un premier gel plus tardif ainsi qu'une fin de la saison de croissance plus tardive. Au niveau maintenant des précipitations, si on reste en automne, les quantités de pluie devraient être similaires, mais une augmentation des précipitations en hiver est à prévoir. Maintenant, étant donné l'augmentation des températures moyennes, ces précipitations-là, au cours de la saison hivernale, devraient être davantage sous forme de pluie, ce qui nous amène à la réduction du couvert de neige maximum au sol. Ensuite, et finalement, on devrait s'attendre à expérimenter moins de froid extrême et à une augmentation du nombre de cycles gel-dégel en hiver. Maintenant, pour rappel, un cycle de gel-dégel, c'est lorsqu'à l'intérieur d'un même 24 heures, on expérimente des températures au-dessus de zéro et aussi en dessous de zéro. Si maintenant on s'attarde aux indicateurs agroclimatiques du printemps et de l'été, on s'attend évidemment toujours à l'augmentation de la température moyenne, mais cette fois-ci, ça va se traduire en un dernier gel printanier plus hâtif. Ça aura aussi comme impact d'allonger la durée de la saison de croissance. Ici, il faut aussi se rappeler le retardement du dernier gel automnal qu'on a vu à la diapositive précédente. Maintenant, au niveau des degrés jour et des unités thermiques maïs, ils devraient aussi augmenter. Et on va d'ailleurs connaître en fait, une augmentation des nombres de jours avec une température maximale plus élevée que 30 degrés Celsius. Au niveau des précipitations, on prévoit une augmentation de la quantité des précipitations reçues au printemps. Toutefois, pour les précipitations en été, elles devraient être similaires à ce qu'on connaît actuellement.
Une modification des régimes de précipitation est aussi à anticiper et ça se traduirait en fait par l'augmentation de la fréquence des pluies intenses ou de cellules orageuses localisées. Maintenant, il faut faire attention parce qu'en lien avec l'augmentation des températures, on prévoit qu'il y aura plus d'évapotranspiration. C'est pourquoi il y aura une aggravation du déficit hydrique des plantes. Alors maintenant, on va pouvoir aborder plus concrètement les impacts de l'évolution du climat sur la production bovine. Donc, débutons avec le stress thermique, qui, en fait, c'est quoi le stress thermique? C'est lorsque les animaux sont incapables d'évacuer leur chaleur corporelle dans leur environnement. Donc, en fait, c'est la température, mais aussi l'humidité relative qui vont être les facteurs ayant le plus d'incidence sur les risques de souffrir d'un stress thermique chez un animal. Combiné à ça, on peut ajouter le rayonnement solaire ou une circulation d'air réduite, par exemple. Maintenant, pour déterminer le seuil où les bovins pourraient commencer à subir un stress thermique, on va se fier à un indice qui prend justement en compte ces composantes. Maintenant, à titre informatif, l'importance du stress thermique peut varier selon plusieurs facteurs. Notamment, on pourrait retenir ici l'âge de l'animal, son état corporel, la disponibilité et la gestion des aliments et ou de l'eau, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, pour un animal, être en situation de stress thermique, ça peut provoquer plusieurs conséquences. Donc ici, on pourrait retenir la diminution de la prise alimentaire ou l'augmentation de la consommation d'eau. On note aussi qu'un animal en stress thermique pourrait voir son taux de croissance et son taux de conversion alimentaire diminuer. En fait, ici, c'est parce que l'énergie, dans le fond, serait utilisée pour le maintien de l'homéostasie, soit l'équilibre de l'animal. Le stress thermique pourrait aussi contribuer à diminuer la quantité et la qualité du lait produit par les bovins, tout en diminuant les performances reproductrices. Pour plus d'informations au sujet du stress thermique, je vous invite à consulter la capsule suivante de ce module, donc du module 4, qui est réalisé par Véronique Ouellet. Si maintenant on se penche sur les pistes d'adaptation concernant la gestion du troupeau par rapport au stress thermique, on propose de se pencher sur, par exemple, la sélection d'une génétique plus tolérante à la chaleur et l'ajustement de l'alimentation. Pour en savoir plus sur ces pistes d'adaptation, vous pourrez vous référer aux capsules du module 5 qui portent justement sur la sélection génétique en production bovine, ainsi que sur les stratégies d'alimentation pour minimiser le stress thermique. Si on poursuit toujours avec les pistes d'adaptation en lien avec le stress thermique, mais cette fois-ci plus au niveau des aménagements, des infrastructures et de l'environnement du troupeau, on pourrait aussi parler du contrôle de la température à l'intérieur et à l'extérieur pour les animaux. Ici, pour plus d'informations, s'il vous plaît, vous référez au module 6, donc à la capsule sur les aménagements au pâturage pour limiter le stress thermique, ou encore au module 7, qui présente une capsule s'intéressant aux stratégies en bâtiment pour conserver de bonnes conditions ambiantes. Et il y a aussi une fiche technique sur les litières. Donc, le deuxième impact de l'évolution du climat sur lequel on va s'attarder, c'est celui qui est lié à l'augmentation de la pression des parasites, des bactéries et des insectes. Donc, cet impact est encore une fois lié à l'augmentation de la température moyenne annuelle, mais aussi au fait qu'on devrait expérimenter moins de froid extrême. Bon, alors en fait, ces facteurs devraient nous mener vers un changement de l'écosystème qui provoquera chez les hôtes et les pathogènes des adaptations. Ces adaptations devraient se refléter par un changement dans la diversité des hôtes, une modification de l'évolution de la prolifération des pathogènes, une modification des relations vecteurs-pathogènes-hôtes et finalement une modification de la distribution spatiale des maladies dans le monde. Donc en fait, de façon générale, la survie des parasites, des bactéries ou des insectes qui sont déjà présents va être favorisée et l'arrivée de ravageurs qui n'étaient pas présents au Québec sera elle aussi favorisée. Donc en fait, ces modifications
où ces changements pourraient évidemment faire en sorte d'augmenter la propagation des maladies. Ici, on inclut les zoonoses, donc les maladies qui sont transmissibles de l'animal à l'humain et aussi de l'humain à l'animal. Et on pourrait aussi voir l'apparition de maladies émergentes. Si on s'attarde maintenant aux pistes d'adaptation par rapport à l'augmentation de cette pression créée par les parasites, les bactéries et les insectes, en fait, ça va reposer majoritairement sur la mise en place de pratiques de biosécurité. Alors, à ce niveau, je vous invite à consulter la fiche technique sur les bonnes pratiques, justement, qui est disponible au module 5. Donc, traitons maintenant de l'approvisionnement en eau, ou plutôt de l'augmentation des risques de manque d'eau. Alors, cet impact est lié à l'augmentation de la température moyenne annuelle, mais aussi à l'augmentation du nombre de jours avec une température maximale plus élevée que 30 degrés Celsius, ainsi qu'au fait que la quantité des précipitations reçues devrait rester similaire en été. Donc, l'évolution du climat aura comme impact l'augmentation des besoins d'abreuvement des animaux, étant donné justement les températures plus élevées, mais aussi en lien avec l'augmentation des taux d'évaporation, combinée avec la modification des régimes de précipitation, les risques de manque d'eau de surface vont se voir accentués, impact qui sera surtout perceptible en été. Au niveau des pistes d'adaptation par rapport à l'augmentation des risques de manque d'eau, en fait, il s'agit surtout d'estimer les besoins en eau actuels et futurs, ainsi que d'estimer la quantité d'eau qui est accessible à la ferme. D'ailleurs, une capsule portant sur les conséquences des changements climatiques sur la ressource en eau vous sera disponible au module 5 et vous fournit évidemment plus d'informations à ce niveau. Traitons maintenant de l'augmentation des risques portés à l'intégrité des infrastructures. Donc, ici, les impacts seraient reliés à l'augmentation de la température moyenne en hiver, à l'augmentation des précipitations totales en hiver. Encore une fois, ici, pour précision, les précipitations dont on parle ici sont celles sous forme de pluie et de neige. Et dernièrement, à l'augmentation de la fréquence des pluies intenses ou des cellules orageuses localisées. Ces indicateurs agroclimatiques peuvent avoir des conséquences comme l'augmentation des charges de neige et de glace sur les toits certaines années, ainsi que l'augmentation des risques d'inondations printanières pour les petits bassins versants. Donc, pour les pistes de solutions qui concernent l'intégrité des infrastructures, c'est surtout au niveau de l'inspection des bâtiments, de l'importance de considérer des coefficients de charge de calcul plus élevés en fonction, bien entendu, des coûts et des risques, et finalement de déneiger la toiture lorsque requis. L'évolution du climat aura aussi des impacts sur la gestion de l'ambiance en bâtiment en hiver, et ça, c'est relié au froid extrême moins fréquent, ainsi qu'au nombre de cycles gel-dégel plus fréquents en hiver. Donc, ces indicateurs agroclimatiques pourraient se traduire en l'apparition plus fréquente de condensation sur les surfaces de construction, mais aussi provoquer des fluctuations de température importantes et plus fréquentes. Donc, qu'en est-il des pistes d'adaptation par rapport à la gestion de l'ambiance en hiver? En fait, ici, on parle majoritairement de l'isolation des toits, de l'optimisation de la ventilation, mais aussi de la modification des stratégies de chauffage. Pour en savoir plus sur ces sujets, je vous recommande la capsule sur les stratégies en bâtiment pour conserver de bonnes conditions ambiantes. Et encore une fois, je vous réfère à la fiche technique sur les litières qui, en fait, tous ces supports sont disponibles dans le module 7. Le dernier impact dont nous allons traiter aujourd'hui est celui qui est relié à la complexification de l'entretien des enclos d'hivernage. Alors pourquoi est-ce que l'entretien de ces enclos sera complexifié? C'est en fait notamment en raison des froids extrêmes moins fréquents, de l'augmentation du nombre de cycles gel-dégel à l'hiver et de l'augmentation des précipitations en hiver. Puis finalement aussi relié à la réduction du couvert de neige maximum au sol. Donc, de façon générale, l'évolution du climat va affecter le niveau de confort des animaux qui sont en enclos
d'hivernage. Ça parce que, en fait, ça va diminuer la portance du sol et augmenter les volumes d'eau contaminés, donc les ruissellements et les infiltrations potentielles. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour s'assurer d'un bon entretien des enclos d'hivernage? On va majoritairement parler d'ajout de litière, de l'installation d'une aire d'alimentation couverte ou encore de l'ajout d'un biofiltre ou d'un bassin de sédimentation qui fera en sorte de capter les eaux contaminées. Maintenant, ici, pour en savoir plus, je vais vous référer au module 6 qui présente une capsule sur les stratégies d'adaptation, pardonnez-moi, des espaces extérieurs. Donc, et voilà, ce sera en fait déjà la fin de la présentation d'aujourd'hui. Et en guise de conclusion, je voulais faire une petite synthèse des impacts de l'évolution du climat sur lesquels on s'est attardé aujourd'hui. Donc, d'abord, on se rappelle l'augmentation des risques de stress thermique ainsi que l'augmentation des risques de pression des parasites, des bactéries et des insectes. On s'est aussi attardé à l'augmentation des risques de manque d'eau d'abreuvement, à la complexification de la gestion de l'ambiance en bâtiment et on a terminé avec l'augmentation de la difficulté d'entretien des enclos d'hivernage. Donc, inévitablement, bien, chacun de ces impacts pourrait avoir des influences potentielles sur les entreprises, notamment au niveau de leur performance en élevage, mais aussi de leur rentabilité. Et c'est pourquoi je vous invite à consulter les modules spécifiques qui ont été énoncés tout au long de la présentation pour en savoir davantage sur les pistes d'adaptation. Donc, pour conclure, un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié cette capsule. Bonne journée!